Aujourd'hui, vidéo assez déroutante. On savait que Sciences Po était très idéologisé, mais on pouvait au moins s'attendre à ce que ses étudiants maîtrisent un minimum l'histoire et les concepts qu'ils utilisent. On va regarder ensemble la vidéo d'une certaine Nirina, passée par Sciences Po donc, sur le sujet du nationalisme. Le contenu est assez pauvre et confus, on passe du coq à l'âne, vous allez voir. Bref, Sciences Po n'est pas ou n'est plus une école d'excellence, et c'est assez terrifiant de se dire qu'on y forme une partie de nos élites. Dans cette vidéo, on va mettre 2 ou 3 idées en ordre au sujet du nationalisme, et donner quelques billes, quelques pistes de réflexion à Nirina. C'est parti. Le nationalisme est très souvent présenté comme un amour envers sa patrie, mais permettez-moi d'émettre quelques doutes quant à ce qu'il est réellement. L'historien Hobsbawm, dans Nation et nationaliste, définit le nationalisme comme un principe qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes. En d'autres termes, le nationalisme exige que les frontières de l'État coïncident avec celles de la nation, souvent définies par une culture, une langue ou une histoire commune. Le nationalisme est une construction moderne qui n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle. L'idée de la France n'est pas une idée éternelle dans le temps. Pour Hobsbawm, le nationalisme a été utilisé par les élites pour légitimer leur pouvoir et unifier diverses populations sous une même bannière. Le nationalisme sert à créer un sentiment d'appartenance collective, mais aussi à justifier des politiques oppressives, des guerres et la destruction des cultures locales. Aujourd'hui, des leaders comme Emmanuel Macron ou Donald Trump invoquent l'unité nationale pour masquer des réalités sociales et économiques complexes. Le ton est donné. Oppression, guerre, destruction des cultures locales et même Emmanuel Macron. Réveillez-vous! C'est clair que ça donne pas envie. On aura le temps de revenir sur tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Avant ça, rapidement pour commencer, la définition du nationalisme. Je n'ai pas grand chose à ajouter, l'idée est là, un peuple qui se dote de frontières et d'un état sur son territoire. Pour résumer, on a conscience d'appartenir à un groupe humain, une nation, et à partir de là, on veut se doter de nos propres règles, de nos propres lois, et poursuivre notre intérêt commun. Bref, avancer ensemble politiquement. Et pour compléter la définition, on pourrait ajouter un aspect sentimental, un attachement à la terre, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Enfin, on peut dire que le nationalisme est avant tout une doctrine qui place la nation au-dessus des autres allégeances. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons explorer les origines du nationalisme, ses conséquences destructrices et pourquoi il reste une idéologie dangereuse. D'abord, il faut savoir que le nationalisme est une idéologie moderne. Benedict Anderson, dans son ouvrage sur les communautés, décrit la nation comme une communauté imaginée. Selon lui, la nation n'existe pas en tant qu'entité naturelle, mais est construite à travers des symboles, des récits, des institutions. Les médias, les écoles, les monuments nationaux jouent un rôle dans cette création qui est collective. Ce qu'il est extrêmement important de comprendre, c'est que le nationalisme repose donc sur une construction artificielle, souvent utilisée pour légitimer le pouvoir de l'État. La nation repose alors sur un antagonisme. Pour exister, elle a besoin de se distinguer des autres, voire de les dévaloriser. Par exemple, le nationalisme français du 19e siècle se construit en opposition à l'Allemagne. Le nationalisme moderne américain, lui, se construit en opposition aux autres, les Amérindiens, les Mexicains, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nationalisme ne se contente pas de créer une identité commune, il définit aussi qui en est exclu. Cette exclusion peut prendre des formes qui sont diverses. Alors, on a 2 idées ici, et je dirais que ce sont même 2 obsessions de la gauche, la construction sociale et l'inclusion. D'accord, la nation est une construction artificielle. Artificielle dans le sens produit par l'homme et non naturel, pas dans le sens péjoratif pour désigner quelque chose de factice. Mais une fois qu'on a dit ça, sans ouvrir tout un débat sur la nature humaine et la pertinence de distinguer entre naturel et construit, puisque la nature même de l'homme est de construire, bref, une fois qu'on a dit ça donc, est-ce que ça veut dire que la nation n'a pas un caractère très concret? La langue, les mœurs, le sentiment d'appartenance, ce n'est pas rien. C'est pas parce que c'est construit que c'est faux, ou que ça peut être remis en cause sans faire de dégâts. D'accord, les contours de la nation ne sont pas toujours très nets, d'accord, il y a une dimension évolutive et le résultat aurait pu être autrement suite au développement historique, etc. Mais à l'instant T, ça existe et c'est très concret encore une fois. Bref, c'est pas parce que c'est construit que c'est négatif, et que ça aurait forcément un impact positif de le déconstruire. L'autre idée évoquée par Nirina est celle de l'exclusion. J'ai le sentiment que la gauche a une véritable difficulté à appréhender l'exclusion, la discrimination, etc. C'est pas parce qu'il existe des exclusions basées sur des motifs injustes ou moralement condamnables que toutes les exclusions sont illégitimes. L'exclusion n'est pas a priori quelque chose de mal.
Un monde de l'inclusivité totale n'existe pas et ne peut pas exister, ça n'aurait pas de sens. Alors oui, pour exister, une nation trace une frontière, mais une limite reconnaît les siens. Et ce n'est pas quelque chose qui conduit forcément à des antagonismes ou à un sentiment de supériorité. Par contre, c'est un facteur important dans l'établissement d'une démocratie. Faire coïncider la culture et le sentiment d'appartenance avec la politique, c'est essentiel. Comment est-ce qu'une majorité peut imposer la règle à une minorité quand l'une se sent étrangère à l'autre ? C'est toutes les problématiques que connaissent les États africains dont les frontières sont héritées de la colonisation et ne coïncident pas forcément avec les peuples qui y vivent. Chez nous, on peut penser à l'émergence d'un vote communautaire, les gens ne votent pas pour un programme, mais pour des critères liés à leur sentiment d'appartenance. Bref, je ne veux pas parler trop longtemps entre deux extraits, mais juste un mot pour revenir sur l'exemple de l'Allemagne. C'est vrai que le nationalisme français a été marqué par l'opposition avec l'Allemagne, mais ses origines sont bien antérieures. Simplement, c'est à cette époque que le nationalisme s'ancre à droite jusqu'à devenir parfois anti-républicain. Paradoxalement, c'est plutôt le nationalisme allemand moderne qui naît largement en réaction à la domination française dans le cadre des guerres napoléoniennes et en réaction contre l'universalisme révolutionnaire français. Mais une fois qu'on a dit ça, dans quelle mesure est-ce que ça fait avancer la critique du nationalisme puisque l'histoire n'a pas attendu le nationalisme pour voir apparaître des tensions entre des territoires, des guerres, etc. Comme je l'ai dit avant, le nationalisme français du 19e siècle se construit en opposition par rapport à l'Allemagne, avec laquelle, à ce moment-là, la France entretient une relation qui est très conflictuelle. Mais le nationalisme s'oppose aussi aux cultures inférieures. Dans les colonies, le nationalisme justifie la domination des peuples colonisés au nom de la mission civilisatrice, entre guillemets. Les colonisateurs se présentent comme les représentants d'une race supérieure. C'est un discours qui s'appuie sur le racisme scientifique qui prétend justifier la supériorité des Européens par des arguments pseudo-scientifiques. On peut penser à Arthur-Joseph de Gobineau et son essai sur l'inégalité des races humaines. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Voilà deux citations. Comme tu as été à Sciences Po, Nirina, j'imagine que tu sais que Jules Ferry et Léon Blum ne sont pas exactement ce qu'on pourrait qualifier de grandes figures du nationalisme français. Et pourtant, à l'écran, ce sont des extraits de discours qu'ils ont tenus. Mon propos n'est pas de dire que le nationalisme est absolument étranger à la colonisation, que les nationalismes ne pouvaient pas être attachés à l'idée de la plus grande France, etc. Mais pourquoi établir une filiation directe entre la colonisation, le racisme et le nationalisme ? Il peut y avoir des courants nationalistes pro-colonisation, mais aussi anti-colonisation et à des degrés divers. Et surtout, la colonisation n'a ni attendu le nationalisme pour exister, et ce ne sont pas les nationalistes qui l'ont le plus promu. Pendant que Ferry et Blum grattaient leurs meilleurs discours, Maurras était plutôt critique de la politique coloniale. Pour lui, la France aurait dû se concentrer davantage sur l'Allemagne, t'en parlais toi-même tout à l'heure. Après, peut-être qu'on peut suivre une scolarité à Sciences Po sans jamais savoir qui est Maurras et comprendre l'influence qu'il a eue. Bref, je vous spoil le reste de la vidéo, tout va être comme ça maintenant, notre chère Nirina va prendre tout un tas de trucs pas bien, des choses critiquables, et tout mettre sur le dos du nationalisme. Ce qu'il est très important de comprendre également, c'est que le nationalisme est le produit de la modernité industrielle. Les sociétés industrielles ont besoin d'une culture homogène pour pouvoir fonctionner. Par exemple, les travailleurs doivent pouvoir se déplacer et s'adapter à différents emplois et à différents environnements. Les sociétés industrielles ont besoin d'une culture homogène pour pouvoir fonctionner parce que cette culture commune permet plusieurs choses. D'abord, les travailleurs doivent pouvoir se déplacer et s'adapter à différents emplois et à différents environnements. Ensuite, une langue commune est essentielle pour la coordination dans les usines, dans les bureaux, dans les différentes institutions. En plus de ça, une éducation de masse est nécessaire. Les systèmes éducatifs centralisés qui enseignent une langue et une culture nationale sont nécessaires pour former une main-d'œuvre qualifiée. L'analyse de Kellner éclaire très bien le cas de la France. Au XIXe siècle, la France industrialisée met en place l'école laïque, gratuite et obligatoire de Jules Ferry. Cette institution devient une machine à fabriquer des Français homogènes qui ont la même culture et qui parlent la même langue. À ce moment-là, il y a une véritable croisade contre les écoles bretonnes, les écoles auvergnats. Toutes les écoles qui ne sont pas dans le système républicain français, national. L'école devient donc une institution à fabriquer des Français homogènes. Le français est alors imposé comme langue unique et les langues régionales sont marginalisées. C'est une politique qui répond parfaitement aux besoins industriels d'un pays, mais elle détruit la diversité culturelle du pays. On a donc Nirina qui nous fait une vidéo sur les ravages du nationalisme et qui nous explique que la politique de Jules Ferry c'est quand même pas très cool par rapport aux identités locales. Bon, reprenons depuis le début.
Jules Ferry est précisément un exemple emblématique du républicain modéré. C'est l'archétype de l'opportuniste, l'incarnation d'une sorte de patriotisme civique et universaliste, le républicain laïque et impérialiste. Autrement dit, une figure honnie par les nationalistes français. Il suffit de lire Barrès et son roman de l'énergie nationale, ou encore une fois de se pencher sur le cas de Maurras, pour comprendre ça, et voir que la défense des identités locales, de la tradition, de la terre, elle est du côté des nationalistes. Certes, la communauté nationale est centrale, et la boussole ultime du nationaliste, c'est l'intérêt national, mais réduire le nationalisme à une machine à uniformiser, c'est aller un peu vite en besogne. Et justement, le passage sur le lien entre nationalisme et développement de l'industrie est intéressant. Les sociétés pré-industrielles étaient effectivement très hétérogènes, et l'émergence de cette nouvelle société exige plus de mobilité géographique, une main-d'œuvre interchangeable, etc. Donc oui, développer une langue commune, des références communes, etc., ça peut plaire aux nationalistes et aux industriels, en tout cas dans une certaine mesure. Cela dit, aller jusqu'à dire que le nationalisme serait le produit de la modernité industrielle, parler de communauté imaginée, c'est trop. On dirait presque qu'il suffit à une élite de le vouloir pour construire une communauté à partir de rien. Or derrière le sentiment national, il y a des mémoires et des appartenances historiques réelles. Elles ne surgissent pas de nulle part, il y a quelque chose d'organique et de charnel là derrière. D'ailleurs, aujourd'hui les élites économiques sont très embêtées par la nation qui ne se conçoit qu'avec des frontières, qui est protectrice et qui met ses intérêts au-dessus de tout. Tout ça, ça ne marche pas très bien avec la libre circulation des biens, des services, des hommes et des capitaux. Pareil quand on prend en compte la dimension plus traditionnelle qu'on peut retrouver dans le nationalisme. Ça aussi, c'est un caillou dans leurs chaussures. Bref, je ne développe pas plus ici, c'est toute la thèse selon laquelle l'extrême gauche sans frontiériste et libérale d'un point de vue des mœurs est l'idiot utile du capitalisme, c'est bien connu. Je vous renvoie vers la vidéo du précepteur sur Michéa pour creuser la question si vous voulez. En tout cas, même si on défend l'idée que le nationalisme et le développement capitaliste ont pu faire un bout de chemin ensemble, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on dirait plutôt qu'il y en a un qui veut faire la peau à l'autre. Il faut savoir que l'idée de centralisation remonte à bien avant le nationalisme. Dès l'Ancien Régime, la monarchie française cherche à unifier le royaume. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose le français comme langue officielle, ce qui marginalise les langues régionales. Sauf qu'avec la Révolution française, cette centralisation devient idéologique. Les Jacobins interdisent les langues locales dans les écoles, les églises, les espaces publics. Le cas du breton est particulièrement intéressant parce que le breton c'est une langue qui est considérée comme barbare, elle est particulièrement ciblée. Et ce qu'on peut remarquer avec tout ça, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie chez les nationalistes modernes. Les nationalistes français, ce sont des individus qui se présentent comme les fervents défenseurs de la France, de l'identité française, de la culture française. Sauf que cette défense est complètement superficielle. Leur amour pour la France semble se limiter à une vision figée et centralisée du pays. Ce sont des individus qui célèbrent des symboles nationaux comme la baguette, le vin, la tour Eiffel, mais qui oublient totalement les cultures régionales. Pourtant, ce sont des cultures qui font partie intégrante du patrimoine français. Des individus qui célèbrent des symboles nationaux comme la baguette, le vin et la tour Eiffel. Arrête-toi! Arrête-toi! Et pourquoi pas des individus qui célèbrent une équipe de foot tant qu'on y est? Franchement, c'est pas très sérieux. Le nationalisme, c'est l'indépendance de son pays, l'intégrité de son territoire, la continuité historique, etc. Ça, ce sont des lignes fortes, politiques, qui le définissent. Ce que je veux dire, c'est qu'aimer et célébrer le vin, c'est un peu léger pour le CV d'un nationaliste. Et j'en veux pour preuve l'infâme Jean-Luc Mélenchon, amateur de vin revendiqué, qui est pourtant un ardent militant de la destruction de l'identité française et de la France tout court d'ailleurs, comme en témoigne son meeting à Saint-Denis. Quel naufrage, Mélenchon devient donc définitivement un traître. Cela dit, oui, la gastronomie, les territoires, l'architecture, les paysages, etc. ne sont pas étrangers au nationalisme. C'est ici qu'il faut revenir sur la différence et la continuité entre les notions de patriotisme et nationalisme. En un mot, le patriotisme c'est l'expérience affective, charnelle et sensible de la patrie, et le nationalisme c'est la conscience politique et historique de cette appartenance. On accepte d'être dans une position d'héritier. Pas dans le sens d'être des feignants qui vivent sur les acquis des anciens, mais au contraire de reconnaître et de poursuivre leur effort. Autrement dit, la nation est un contrat intergénérationnel entre les vivants, les morts et les à naître. Je ne reviens pas sur la question de la centralisation, c'est un débat à part entière avec les rois, la République, est-ce que ça a fait la France ou est-ce que ça l'a détruite? J'aimerais simplement répéter que le lien entre centralisme et nationalisme n'est pas si évident.
comme dit Maurras, la décentralisation, etc. Par exemple, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui vise à protéger les langues régionales n'a toujours pas été ratifiée par la France. On entend également très peu de nationalistes défendre les élèves qui souhaitent passer leurs épreuves de bac ou de brevet en breton. Comme je l'expliquais avant, aujourd'hui la nation n'est plus un truc à la mode et l'Union européenne est la première à vouloir lui faire la peau. Ça n'a donc rien d'étonnant qu'un nationaliste conséquent rejette cette charte européenne des langues régionales qui n'est rien d'autre qu'un instrument de dislocation des pays. Il y a une différence entre vivre et aimer son terroir, son ancrage local, et vouloir s'engager sur le chemin d'une croisade indépendantiste, a fortiori quand cette croisade est menée sous l'influence de l'UE, ce qui lui donne un côté franchement burlesque. Parce que vouloir l'indépendance en ayant comme projet final de se soumettre à un ensemble supranational et technocratique, c'est quand même quelque chose. Ce nationalisme, il a eu aussi un impact dans les colonies françaises. L'idée jacobine s'est exportée à l'étranger. Dans les colonies, le nationalisme français justifie l'assimilation des populations locales. En Algérie, par exemple, les écoles coloniales imposent le français et marginalisent les langues berbères et arabes. Durant la colonisation française, les cultures locales ont été dévalorisées, voire détruites, au nom de l'unité nationale, de la même manière que la France a détruit ses cultures régionales. En plus de ça, c'était une violence symbolique qui s'accompagnait d'une occupation économique brutale. Le nationalisme, c'est aussi un outil de domination. En plus de ça, en Algérie, l'agriculture vivrière a été détruite pour créer à la place une agriculture tournée vers l'exportation de vin en France. Alors oui, il y a différents types de colonisation. La colonisation française se voulait en effet très intégratrice par rapport à la colonisation anglaise par exemple, et oui, il y a des enjeux économiques derrière la colonisation, mais encore une fois, c'est trop simple de mettre tout ça sur le dos du nationalisme sans autre forme de procès. L'assimilation culturelle en Algérie a été faite au nom d'un universalisme, et comme dit, cela relève davantage d'un patriotisme républicain expansionniste, fricotant avec des intérêts économiques privés, que du nationalisme enraciné. Un nationaliste conséquent reconnaît le droit des peuples autochtones à leur propre continuité historique et culturelle sur leurs terres, plutôt que de vouloir les transformer en français de seconde zone. Et j'ajouterais même qu'on a pu constater ces dernières années qu'il y avait dans le nationalisme quelque chose qui écarte de la mentalité du colon. Ce ne sont pas exactement des nationalistes qui cherchent à forcer des législations plus favorables à l'avortement et à une culture LGBT partout où ils le peuvent. Quand on est nationaliste, on a un logiciel idéologique enclin à reconnaître aux autres le droit d'avoir leurs mœurs, leur culture, leur territoire, leurs intérêts, etc. Bref, quelque chose de sain, quelque chose qui éloigne d'un cosmopolitisme de colon où on se sent partout chez soi et où on pense que nos valeurs sont universellement vraies. Aujourd'hui, on a un véritable retour du nationalisme avec des figures comme Mélanie, Trump ou même plus récemment Macron avec ses propos sur l'Ukraine. Aux États-Unis, Donald Trump incarne un nationalisme populiste basé sur l'idée d'une Amérique blanche et chrétienne menacée par les immigrés et par les élites. Le slogan Make America Great Again repose sur une vision fantasmée du passé, en ignorant les inégalités, les violences structurelles. Ce qu'on a pu voir avec l'intervention de Macron sur l'Ukraine, c'est qu'il invoque de plus en plus régulièrement l'argument de l'unité nationale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en appelant à la cohésion nationale, Emmanuel Macron cherche à masquer les divisions sociales internes et à justifier des décisions qui sont impopulaires. C'est une rhétorique qui rappelle celle des Jacobins qui utilisent l'unité nationale pour étouffer les revendications sociales. Macron, en appelant à l'unité nationale lorsqu'il parle de l'Ukraine, oublie que les Français ont des intérêts, des préoccupations différentes. Emmanuel Macron est suffisamment malin pour ne pas les oublier. Il instrumentalise justement l'unité nationale pour qu'on ne voit pas que nous avons des intérêts différents. Ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que le nationalisme, c'est un obstacle à la lutte des classes. Le nationalisme divise les travailleurs en mettant l'accent sur l'identité nationale plutôt que sur les intérêts communs. L'historien Eric Hobsbawm aborde ce sujet dans Nation et nationalisme depuis 1780. Pour l'historien marxiste, le nationalisme a été utilisé pour mobiliser les masses pendant les guerres mondiales tout en maintenant les inégalités sociales. On fait tous pour la patrie, même si on n'a pas les mêmes intérêts. L'appel à l'unité nationale d'Emmanuel Macron n'est pas innocent. Il cache derrière une contribution à l'économie de guerre et un renforcement du système autoritaire et libéral. Là, pour une fois, je vais un peu aller dans le sens de Nirina. Oui, l'intuition est bonne, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est bien l'instrumentalisation cynique du nationalisme le problème et non le nationalisme en tant que tel. Il n'y a pas de nationalisme comme ça en l'air qui nous pousserait à la guerre. Ce qui pousse à la guerre, ce sont des intérêts bien concrets,
des intérêts économiques, des tensions impérialistes. Alors oui, on peut exacerber ces tensions et ces rivalités via le nationalisme, mais c'est faux d'en faire l'unique cause. En fait, la mauvaise presse dont jouit le nationalisme, les réticences que peuvent avoir certains à s'en réclamer viennent de là, des instrumentalisations politiciennes. Et j'avoue que ça peut être un peu difficile de s'y retrouver. Comment se réclamer du nationalisme quand il renvoie aux heures les plus sombres ou à des racistes qui font des ratonnades, etc. C'est un point que j'avais développé dans cette vidéo sur la chaîne de Modin grâce au livre de Marc Bloch, L'étrange défaite. En 2 mots, la période de la Seconde Guerre mondiale est trop souvent caricaturée en Pétain et les nationalistes collaborent et la gauche résiste. Mais ça, c'est une vision déformée de l'histoire, il suffit de jeter un œil sur le profil des principaux collabos. Et il ne faut jamais oublier qu'en 40, l'européiste c'est Hitler et le nationaliste c'est De Gaulle. Dans les pays du Sud, le nationalisme a très souvent joué un rôle différent de celui des pays dominants. Face à la domination coloniale, il a servi d'outil de résistance et d'émancipation. En Algérie, le Front National de Libération, le FLN, a utilisé le nationalisme pour unifier le pays contre la colonisation française. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, souligne que le nationalisme peut être une étape nécessaire pour les peuples colonisés, pour se libérer du joug des colons. Par contre, il met également en garde contre les dérives autoritaires et les divisions internes qui peuvent en émerger. Si le nationalisme a permis à certains pays de se libérer du joug colonial, il n'est pas sans limite. Une fois l'indépendance acquise, les nouveaux États souvent reproduisent les structures oppressives qu'ils combattaient. Par exemple, en Afrique post-coloniale, de nombreux dirigeants ont utilisé le nationalisme pour justifier des régimes autoritaires et réprimer les minorités. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, a justement critiqué cette tendance en affirmant que le nationalisme africain doit être un outil de libération et pas d'oppression. Ici, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ça me fait forcément penser au grand classique de la gauche à double standard, le nationalisme c'est bien pour certains et mal pour d'autres. Sur ce sujet, on peut quand même faire un trait d'union entre BHL et Rima Hassan, comme quoi tout arrive, puisqu'ils ont ce point commun d'encenser les nationalismes étrangers, mais de le dénier aux Français. Le nationalisme, très loin d'être un simple amour pour la patrie, est une idéologie destructrice. Il a détruit les cultures locales, il a justifié la domination coloniale et a servi à étouffer les luttes sociales. Sauf qu'aujourd'hui, il revient en force avec des figures politiques comme Trump ou Macron qui invoquent l'unité nationale pour masquer des réalités plus complexes. Il est temps de rejeter ce poison pour construire une société qui valorise la diversité, la solidarité, plutôt que l'uniformité et la division. Aller chercher le nationalisme chez Macron, faut le faire quand le mec a bâti toute sa com politique sur le fait d'être l'ultime barrage aux nationalistes et que sa seule ligne directrice depuis 10 ans, c'est l'Europe. Après, comme dit, il y a les mots et leur instrumentalisation. Je veux dire, on aura quand même tout vu quand Macron a osé mettre le mot de souveraineté dans sa bouche. A l'inverse, on a des mecs comme Asselineau, qui cochent pourtant toutes les cases, qui rechignent à utiliser le terme à cause de la charge négative qu'on a réussi à lui faire porter. Dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. Quand on est souverainiste, attaché à une certaine idée de la France, on va dire, est-ce qu'on doit prendre le terme de nationaliste pour soi ou non? Est-ce qu'il faut réhabiliter ce terme et sortir des caricatures comme j'ai essayé de le faire dans cette vidéo, ou est-ce qu'il faut éviter de l'utiliser pour ne pas effrayer les gens les plus éloignés de la politique qui pourraient en avoir une vision caricaturelle et déformée comme celle proposée par Nirina? Je vous ai mis un lien vers sa vidéo en description si vous voulez la voir en entier parce que j'ai coupé quelques passages, pas grand chose, dans ma réponse. En conclusion, pas grand chose à ajouter. Pour moi, la vidéo de Nirina est une bouillie mentale où tout se mélange et ne veut plus dire grand chose. Sinon qu'un passage à Sciences Po ne garantit en rien un esprit bien formé et une rigueur intellectuelle. Évidemment, j'invite Nirina à me répondre et à engager un débat si elle le souhaite. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, et je vous affiche à l'écran ma dernière vidéo, une réaction à l'interview de Mathilde Panot sur Le Média. N'oubliez pas non plus de liker et de partager, merci et à bientôt, c'était Paul Marcellus.